Merci à vous deux de votre présence ce matin. Alors, Dr Védican, vous êtes gynécologue au sein du département prévention cancer environnement du centre Léon Bérard. Et Ghislaine Pauvert, vous êtes proche aidante. Vous allez nous raconter effectivement votre parcours. Alors, cette question peut quand même surprendre à la première lecture. Pourquoi des médecins aujourd'hui s'intéressent aussi à l'entourage de leurs patients et même les accompagner au fil des semaines, voire des mois? Alors, expliquez-nous, docteur Pauline Védican, pourquoi les aidants sont accompagnés aujourd'hui en cancérologie et ça depuis quelque temps. Merci. Effectivement, les aidants ont un rôle clé tout au long de la prise en charge du patient, dans le sens où ils partagent l'expérience de la maladie. Moi, je vais vous parler plus particulièrement de la cancérologie avec Madame Pauvert, que je remercie infiniment d'avoir accepté de venir animer cette conférence avec moi. Voilà, les aidants, ils sont présents dès le début. Souvent, c'est les grands oubliés, hein. On parle beaucoup des patients, mais on oublie souvent les aidants. Donc, je vais vous présenter ce qui a été mis en place au Centre Léon Bérard depuis début 2021 et la consultation que je réalise plus particulièrement. Alors, concernant la prévention des cancers pour les proches aidants des patients suivis en cancérologie, la première question qu'on peut se poser déjà, c'est pourquoi on parle de prévention des cancers. Le cancer, c'est une maladie très fréquente qui peut toucher n'importe qui, à tout âge. Et même si c'est une maladie qui peut avoir plein de causes différentes, on sait maintenant que c'est une maladie dont certaines causes sont évitables. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, on estime qu'à peu près 10% des cancers sont d'origine héréditaire, donc vraiment liés à une prédisposition génétique qu'on se transmet de génération en génération. Comparativement, on estime actuellement qu'il y a plus de 40% des cancers, donc soit 4 fois plus, qui pourraient être évités si on modifiait un petit peu nos comportements de vie, nos modes de vie au quotidien. Pour vous donner un petit aperçu de ces différents comportements, hein, ça va être tout ce qui va être autour du tabac, de l'alcool, de l'activité physique, du poids, de l'alimentation et aussi de l'exposition aux UV. Ensuite, pourquoi on propose plus spécifiquement ces consultations de prévention aux aidants de patients suivis en cancérologie? Les aidants, déjà, c'est une part très importante de la population. Rien qu'en cancérologie, on estime qu'il y a à peu près 5 millions d'aidants en France. De plus, les aidants, les études montrent bien qu'ils peuvent être plus à risque de développer un cancer par rapport à la population générale. Bon, dit comme ça peut être un peu surprenant. En fait, il y a différentes raisons à cela. Du fait de leur situation d'aidance, ils peuvent être amenés à délaisser leur propre santé au bénéfice de tous les soins qu'ils vont apporter à leurs proches qui est patient. De plus, la situation d'aidance, c'est une situation qui va être stressante, qui va être angoissante. Donc, on peut augmenter ces comportements qu'on va dire à risque, tels que la consommation de tabac, d'alcool, mais on va aussi pouvoir s'orienter vers une alimentation plus déséquilibrée, une sédentarité, parce que on n'a pas le temps, on n'a pas envie. Et puis, en général, les aidants sont des personnes qui sont proches du patient qu'ils aident. Ils peuvent partager un même mode de vie et donc potentiellement les mêmes facteurs de risque de cancer liés au comportement. De plus, les aidants, ils ont généralement une meilleure perception de leur propre risque de cancer parce qu'ils sont confrontés à cette pathologie au quotidien. Et puis, ils peuvent avoir une plus grande motivation à essayer de changer de comportement. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'au Centre Léon Bérard, on a mis en place des consultations de prévention des cancers qui sont spécifiquement destinées aux proches aidants de patients suivis en cancérologie. Cette consultation, donc, moi je la réalise, je suis médecin gynécologue et spécialisée en prévention des cancers. Elle dure à peu près 1h30, c'est une consultation qui est assez longue. Et puis pendant cette consultation, on va parler des différents facteurs de risque modifiables de cancer. Donc on va les aborder les uns après les autres. On va essayer de quantifier un petit peu l'exposition de l'aidant vis-à-vis de ces différents facteurs de risque.
de voir ensemble voilà, quelles sont les recommandations, parce que des fois, on pense savoir, mais il y a des choses qu'on a mal compris ou qu'on ignore. Et puis après, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer dans ces comportements. On aborde toujours aussi la question du dépistage, voilà, avec notamment les dépistages qui sont organisés à l'échelle nationale, donc le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et le cancer colorectal. Et puis, en fin de consultation, on prend le temps de rédiger ensemble ce qu'on a appelé un programme de prévention personnalisé. C'est vraiment un petit document où l'aidant va lister les actions qu'il souhaite mettre en place par rapport à tout ce qu'on s'est dit au préalable durant la consultation. Et puis forcément, on donne aussi des documents d'information pour pouvoir compléter tout ce qu'on a abordé pendant la consultation. Voilà, 1h30, c'est long, on ne retient pas tout, il y a beaucoup d'informations qui sont données, donc il y a toujours un petit document qui est remis pour pouvoir revenir sur les différents sujets abordés. Pour vous donner un petit exemple de ce que peut être ce programme de prévention personnalisé, si on prend l'exemple du tabac, il y a diverses actions qui peuvent être mises en place. On peut aller consulter un site internet, ça peut être voilà, Tabac Info Service. On peut aussi prendre la décision de contacter un professionnel de santé pour avoir un rendez-vous de consultation, typiquement un tabacologue. Et puis, on peut mettre en place des actions très personnelles, par exemple. Et là, c'est vraiment l'aidant qui est à l'initiative de cette action-là. C'est vraiment lui qui formule cet objectif de la façon dont il le souhaite. Et ça peut être, par exemple, faire de mon domicile un environnement sans tabac. Ça peut être aussi réduire ma consommation à un paquet pour 4 jours. On n'est pas du tout dans forcément tout de suite on arrête toute exposition. Il y a des étapes préalables qui peuvent être envisagées. Si on prend un autre facteur de risque, qui est l'alimentation déséquilibrée, les sites internet qu'on va recommander, ça peut être Manger Bouger, ça peut être le site du réseau NACRE. NACRE, c'est Nutrition, Activité Physique, Cancer, Recherche. Donc vraiment, pour nous, c'est une bible en termes d'alimentation et de cancer. Professionnel de santé, ça peut être une diététicienne. Et puis dans les actions personnelles, des fois, ça peut être rien que quantifier ses apports en charcuterie, par exemple, sur un mois. Parce que les recommandations en termes d'alimentation, elles sont très précises sur des aliments très précis. Donc des fois, on se dit, honnêtement, aucune idée de ma consommation de charcuterie, de viande sur une semaine. Et puis, ça peut être aussi apporter des céréales complètes 5 fois dans la semaine. Ensuite, on propose une seconde consultation, toujours réalisée par moi, et qui dure moins longtemps cette fois. On est plus autour de 30 minutes, 1 heure. Elle est réalisée au moins à 4 mois de la précédente consultation pour laisser le temps de mettre en place toutes ces actions. Et puis, on regarde, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que, par rapport à tout ce qui avait été listé dans ce programme de prévention, est-ce qu'il y a des actions qui ont pu être menées à bien? Grâce à quoi? Quels ont été les éléments motivants? Ou bien, voilà, est-ce qu'il y a eu des choses? Non, on n'a pas pu réaliser. Typiquement, on va prendre, si on suit l'exemple d'avant, le tabac. Allez, c'est tout bon. La personne me dit, l'aidant me dit, j'ai pu mettre à bien toutes ces actions. L'alimentation, par contre, c'est un peu plus nuancé. J'ai bien consulté les sites internet, ça m'a apporté des infos intéressantes, c'était top. Par contre, voilà, prendre le rendez-vous avec la diététicienne, j'y ai pas pensé ou c'était pas le bon moment, donc ça non, je l'ai pas réalisé. Concernant les actions personnelles, oui, j'ai bien réussi à quantifier mes apports. Au final, je suis les recommandations. Pour ce qui est des céréales complètes, il y a des fois où ça marche, et puis des fois où c'est un peu compliqué. J'ai pas pu mener cet objectif vraiment à son terme. Et puis des fois, on reprend aussi les autres facteurs de risque. Et puis là, en sortie d'été, par exemple, on va mettre un petit point de vigilance sur l'activité physique parce que c'est la période estivale, on a un peu moins de temps, les salles de sport sont fermées. En plus, il faisait
très très chaud. Donc en termes d'activité physique, j'ai vraiment baissé mon niveau. Mais voilà, c'est la rentrée, je vais m'y remettre. Une fois qu'on a refait ce petit bilan, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut à nouveau modifier ou qu'est-ce qu'on peut faire pour pérenniser tous les changements qui ont été mis en place. Voilà pour ces consultations de prévention. Et comme je vous disais, au Centre Léon Bérard, c'est vraiment un parcours dédié aux proches aidants qui s'est mis en place depuis 2021, début 2021. Donc dans ce dispositif, il y a à la fois un accueil avec une infirmière, 2 infirmières maintenant, qui permettent de répondre à un numéro de téléphone, qui permettent aussi qui peuvent être contactés par mail et qui donnent de l'écoute, de l'information, qui orientent en fonction des besoins des aidants qui les contactent. Il y a aussi une consultation proche aidant, donc c'est une autre consultation qui là a pour but d'évaluer la santé globale du proche aidant. Le proche aidant, il peut avoir des soucis de santé, lui aussi, qui peut mettre de côté. On l'a dit tout à l'heure, l'aidant, il délaisse sa propre santé généralement. Il peut aussi avoir besoin d'un soutien psychologique, besoin d'informations, besoin d'un soutien pour les démarches administratives, sociales. C'est dans cette consultation-là, c'est pendant cette consultation-là qu'il va pouvoir en parler. Et puis, la consultation de prévention, qui souvent vient un petit peu plus tardivement dans la prise en charge du patient. C'est-à-dire que le patient est pris en charge, c'est le bouleversement dans sa vie, dans la vie de l'aidant. Donc, au début, on a besoin plus d'une consultation d'accompagnement, celle du milieu. Et puis, une fois que les choses se sont stabilisées, qu'on entre dans une phase un peu moins active de traitement, ou même quand on est plus au moment du suivi, là, on commence à se poser des questions, à se dire et le risque de cancer dans tout ça, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour éviter d'avoir un cancer, pour que mes proches n'aient pas de cancer? Donc, c'est à ce moment-là vraiment que la consultation de prévention, elle intervient. Merci à tous pour votre attention. Je vais laisser la parole à Madame Pauvert, qui va nous parler un petit peu de son vécu d'abord en tant qu'aidante. Merci. Ça marche. Allez-y. Ça marche ? Voilà. Merci. Je vous remercie déjà de votre invitation. Alors, le parcours que j'ai vécu, moi, est celui que beaucoup vivent. Mon mari a été atteint d'un cancer, un myélome, donc cancer de la moelle osseuse en 2019, avec une attaque assez virulente sur les vertèbres. Donc, il y a eu, dans un premier temps, une chirurgie importante au niveau du dos. Et tout de suite, après, été suivi par le Centre Léon Bérard en hématologie pour le problème de son myélome. Donc, ça a été un coup dur, puisque, il est allé au travail le matin, le diagnostic l'après-midi et le lendemain, entre les mains des hôpitaux. Donc, c'est un bouleversement pour une vie familiale. Et sachant que lui a eu en plus une récidive 9 mois après sur les cervicales. Donc là, pareil, à nouveau chirurgie et un traitement beaucoup plus lourd. Donc dès qu'on est confronté à la maladie, déjà pourquoi moi ? Pourquoi ? Voilà, on se pose plein de questions. Et puis après, je pense qu'en tant qu'aidant, on est tête baissée, on va dedans, on suit, on porte, on accompagne, on fait plein de choses, sachant que la première fois, effectivement, on a eu tout l'entourage qui était important du monde médical. Et puis effectivement, vous vous retrouvez un petit peu pris dans ce flot, et puis vous suivez, et puis vous oubliez. Parce que la priorité, c'est l'autre, c'est l'accompagner, c'est faire en sorte qu'il soit le mieux possible, qu'il puisse être dans la voie de la guérison. Et vous y allez, vous ne réfléchissez pas. Alors effectivement, moi j'ajoute en plus que sur la récidive, on était en 2020, Covid, donc diagnostic par téléphone. Donc une récidive, c'est si proche, c'est assez violent. On s'est retrouvés tous les deux avec ce diagnostic au bout du téléphone et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Et là, effectivement, il y a eu un entourage au niveau du Centre Léon Bérard qui a été, pour moi, remarquable. C'est qu'il n'y a pas eu que le suivi de mon mari.
Mais il y a eu tout de suite cette approche en disant, pour vous, vos enfants, il y a des consultations psychologiques, essayez d'en parler, parce que forcément, la maladie est le centre de tout. Et puis arrive un moment donné où vous réfléchissez pas, vous faites, et puis votre corps, à un moment donné, il dit, mais peut-être que tu penses à toi aussi, quelque part. Donc, je rajoute juste, par rapport à la violence aussi, c'est qu'en plein Covid, il a été après mis en chambre stérile pendant 3 semaines, et j'ai dû le déposer devant le centre Léon Bérard sans pouvoir l'accompagner. Donc, il est parti avec son baluchon, et j'ai pas pu du tout l'accompagner, je l'ai pas vu du tout pendant 3 semaines. Donc il y a plein de choses qui sont apportées. Alors c'est pas toujours facile, vous faites face. J'ai des enfants mais qui sont adultes et dont deux enfants mais qui sont dans le domaine médical, donc on peut pas tricher. Elles savent très bien lire les diagnostics, les analyses et tout. Donc voilà, c'est très pesant. Et puis vous effectivement là-dedans vous faites face tant que vous pouvez. Et puis à un moment donné, voilà, il faut évacuer. Donc j'ai pris mon téléphone, j'avais le numéro de téléphone du psychologue, j'ai pu l'appeler. Donc on a eu plusieurs consultations téléphoniques puisque période de Covid. Ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis de vider tout ce qui était avec moi, et puis il fallait au moins avancer. Et puis après, j'ai eu l'appel du centre Léon Bérard pour le suivi qui avait été mis en place en 2021, et j'ai pas hésité, j'ai dit oui, je viens. Alors j'ai suivi ce parcours. Pourquoi ? Parce que déjà il a le mérite d'exister, et ça c'est important. Je pense que c'est important aussi pour le malade de savoir que son entourage est pris en compte et qu'il ne l'est pas laissé pour compte. Ça, c'est aussi une chose importante. Et puis, ça permet aussi de faire un point sur vous et puis de dire, moi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut ne pas aller aussi. Parce que c'est bien gentil, mais on a des épaules, j'ai des épaules assez larges. Arrive à un moment donné, on peut ne plus supporter les choses et puis déclencher effectivement des mauvais réflexes. On va moins au sport, on fait... alors moi, je n'ai jamais fumé, donc le tabac ne me concerne pas du tout, mais on va moins au sport, on s'alimente un peu différemment parce que entre les rendez-vous et tout ce qu'il y a à faire. Et puis là, vous vous apercevez que oui, vous êtes peut-être vous aussi en train d'engendrer certaines choses et puis de changer vos habitudes sans vous en apercevoir. Donc j'ai trouvé ce moment très, très intéressant parce que c'est un échange, il y a une écoute, et ça c'est important. Vous racontez votre histoire, vous racontez votre ressenti, mais vous avez surtout une écoute et qui permet de réaliser les choses et de vous dire, en fin de compte, oui, déjà, ça n'arrive pas qu'à vous, ça arrive à d'autres. Donc, ça permet de relativiser, même si on pense que c'est toujours très difficile ce qu'on vit. Et puis, ces conseils, je veux dire, des fois, oui, ça permet de réaliser, de dire, ah oui, c'est vrai, le sport, d'habitude, j'allais 2 fois par semaine, là, j'y vais plus 1 fois tous les 15 jours. Je peux me prendre du temps pour moi aussi. Et le temps que j'aurais pris pour moi, il est bon aussi pour l'autre. Et ça, c'est important, de pas négliger les aidants, de ne pas... Ils ont aussi ils ne peuvent apporter plus que si eux, en eux-mêmes, ils ont la puissance et la possibilité de le faire. Si on s'est épuisé en tant qu'aidant, derrière, on ne peut rien apporter à l'autre. Donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, c'est être capable d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir accompagner l'autre et toujours soutenir l'autre. Merci pour ce témoignage. Juste en complément, c'est vrai, merci. Effectivement, la prévention, ça peut être, on peut avoir encore du mal à comprendre ce qu'on entend par là, et je trouve que vous avez dit quelque chose qui est très important. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de prendre soin de soi. C'est vraiment de prendre conscience qu'on a la possibilité de prendre soin de soi. Et le prendre soin de soi, ça passe par tous ces comportements au quotidien. Bien évidemment, nous, on les aborde sous l'aspect du risque de cancer, mais ça va bien au-delà. Prendre soin de soi et prendre soin de son mode de vie, ça permet
limiter, de réduire le risque de beaucoup de pathologies. Et ça permet aussi d'améliorer sa qualité de vie au quotidien. C'est quelque chose vraiment qui ressort dans le sens où, voilà, quand il y a des actions qui ont été mises en place, généralement, tout le monde dit oh, ça me fait du bien. Et c'est vraiment ça l'idée derrière ce parcours et ces consultations, c'est de pouvoir redonner ce sentiment de prendre soin de soi et d'aimer ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, vous allez peut-être pouvoir poser des questions. Vous pouvez déjà effectivement insister. C'est le moment où vous pouvez poser des questions. Alors, il y a un micro qui va passer, je pense. Laura, il y a un micro ou pas? Tiens. Pardon. Hop. Oui, bonjour messieurs, dames. À part ces journées santé, c'est vrai qu'il y a un manque d'informations. C'est dommage d'être au pied du mur pour attendre d'être un petit peu formé à tous ces soins psychologiques, etc. Donc, y aurait-il pas des choses à faire, peut-être plus précocement? Voilà, peut-être dans le cadre du travail aussi, avoir de la formation, dans le cadre des loisirs, dans le cadre, je sais pas, des journées d'information plus récurrentes. Je commence. Vous avez raison, c'est quelque chose qui est encore pas assez connu à mon sens, mais c'est en train de changer. Regardez le nom du ministère de la Santé, il a évolué il y a peu et dedans on a mis le mot prévention. J'ai beaucoup d'espoir pour que justement ça amène davantage d'actions en termes de prévention auprès du grand public, vraiment auprès de tous, et notamment en essayant de faire sortir ces messages des centres hospitaliers, enfin des lieux de soins, vraiment d'aller hors les murs pour donner ces messages qui nous concernent tous finalement. Et alors c'est aussi la vocation au centre Léon Bérard. Il y a un centre de prévention qui va se construire là d'ici quelques trimestres. Et ce centre de prévention, il aura pignon sur rue. Il y aura une entrée qui sera directement de la rue dans ce centre pour ne pas avoir à justement passer par l'accueil du centre Léon Bérard. Et dans ce centre, le but, ce sera forcément de pouvoir continuer toutes les actions de prévention qu'on mène auprès des patients, des aidants, mais aussi de pouvoir ouvrir sur des actions grand public où tout le monde pourra venir et bénéficier de ce genre de conseils et de présentations, de conférences. C'est en train de changer et j'espère que ça va se concrétiser de façon plus globale. Alors moi, j'ajouterais juste qu'on est aussi les ambassadeurs pour ça. C'est que du moment où on a pu bénéficier de ce parcours, c'est à nous d'en parler autour de nous et de dire qu'il existe. Donc ça, c'est important aussi de prêcher la bonne parole à chaque fois et de pouvoir essayer d'élargir le cercle à ce niveau-là. Et la prévention, c'est tous les jours, je veux dire, c'est s'écouter et savoir écouter son corps. Notre corps a cette faculté de nous alerter quand quelque chose ne va pas, mais on ne l'écoute pas assez. D'autres questions? Moi, je voulais revenir sur les recommandations par rapport à l'activité sportive. Alors, il y a des choses, courir pour elle, on essaie de donner des rendez-vous quasiment tous les mois sur bouger pour elle, rouler pour elle, nager pour elle. Donc ça, c'est des moyens aussi de se répéter, tiens, chaque mois, je peux faire quelque chose. Et puis, ces recommandations de l'OMS, qui en effet, alors les médias sont à nos côtés et c'est super que le groupe EBRA prenne part dans ce projet d'une population en meilleure santé, soit le relais justement de manière récurrente et vulgarisée de qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Parce que cette qualité de vie, elle passe par, en effet, ces recommandations, mieux manger, plus bouger,
éviter le tabac et l'alcool. Et c'est vrai que la répétition crée l'action, et à force, en effet, que les médias nous le répètent, les politiques nous le répètent, que nous répétions chaque matin au réveil. Voilà, il faut que je mange mieux, que je bouge plus. C'est beaucoup de bon sens en fait. Il y a pas de, c'est pas magique, c'est pas scientifique, c'est juste des petites choses au quotidien. Eh bien, en effet, on transmettra ça à nos enfants, puisque c'est important la transmission. On transmettra ça autour de soi, et l'idée c'est que chacun aille mieux et garde le sourire au quotidien. Merci le progrès de relayer aujourd'hui, demain et après-demain. C'est normal. Il y avait une question là. Merci. C'est un petit peu plus général, excusez-moi peut-être. Vous nous avez parlé de 5 millions, si je ne me trompe pas, d'aidants proches d'un patient cancéreux. D'accord ? Mais est-ce qu'il y a des études qui mentionnent les risques de cancer pour des aidants, pour des pathologies hautes, par exemple toutes les maladies dégénératives, les CEP, tous les profils psy très lourds à accompagner et qui sont de plus en plus à domicile puisque les hôpitaux sont surchargés. Est-ce qu'on a une idée aussi du développement de cancer pour ce profil d'aidants pour d'autres pathologies sérieuses et graves ? J'ai pas de chiffres en tête à vous donner, mais au vu des raisons qui exposent les aidants de patients suivis en cancérologie au risque de cancer, je pense notamment à la santé délaissée, au fait que cette situation elle est stressante, qu'on va aller vers des comportements à risque, qu'on va avoir une alimentation davantage déséquilibrée, moins d'activité physique. Ça, pour le coup, c'est vrai, peu importe la pathologie de l'aider. Donc, puisque ces facteurs de risque entrent en jeu dans l'augmentation du risque pour les aidants en cancérologie, ils le sont aussi pour les autres pathologies. La seule chose qui peut différer entre les deux, c'est le partage du même mode de vie parce que du coup, on peut suspecter que chez le patient, ça a participé au développement du cancer. Chez l'aidant, on peut imaginer que ces mêmes facteurs de risque peuvent jouer. C'est peut-être la seule chose qui diffère entre les aidants de cancérologie et les aidants de toutes les autres pathologies. Mais pathologie ou non d'ailleurs, les aidants, c'est aussi toutes les personnes qui aident leurs proches face au vieillissement, même s'il n'est pas pathologique du tout. Donc clairement, je pense que c'est beaucoup plus large que ce qu'on présente ici, et ça aurait le mérite de se déployer à plus grande échelle et d'ouvrir encore davantage les possibilités pour assister à ce genre de consultation. D'autres questions ? Micro. J'avais une question par rapport à justement ce service. Les enfants, les jeunes, les adolescents deviennent des aidants, en plus de leurs études, en plus de leurs priorités de gamins. Comment sont pris en charge? Là, on parle entre adultes. C'est une problématique puisque au niveau des cancers, les mamans ont des cancers. Donc, j'aimerais bien savoir quelle est votre démarche par rapport aux jeunes. Les jeunes, effectivement, sont aussi aidants, c'est certain. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, et notamment des fois via des associations. Je trouve que l'effort peut-être est plus important de la part des associations que pour l'instant ce qu'on arrive à faire au sein de l'hôpital. Vraiment où il y a des partages d'expériences entre enfants, entre enfants ou jeunes adultes qui viennent dans les milieux hospitaliers pour partager leur expérience. Pour ce qui est des consultations, pour l'instant, nous, on s'est limité aux patients, aux aidants adultes. Donc, on voit tout le monde à partir de 18 ans. J'ai eu des personnes qui avaient entre 18 et 20 ans.
où là, le propos est un petit peu différent. L'approche est différente, mais tout aussi intéressante. Et on est en train de développer des choses avec la partie pédiatrique au CLB. Il y a vraiment des beaux projets qui sont en train de se monter, et justement en ce sens-là, pour faire aussi de l'enfant, du jeune adulte, partie intégrante des prises en charge qu'on propose. Une toute dernière question. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je crois que vous pouvez effectivement être applaudi.